bonjour encore à tout le monde et merci encore d'être là. Mon nom est Nongo Samb et je suis là aujourd'hui pour partager avec vous mon expérience que j'ai eue sur Quarkus et aussi sur le fait de mettre en place des applications Cloud Native. Donc, en fait, le contexte, c'est qu'actuellement, à l'ère où nous sommes, on nous parle beaucoup plus de tout ce qui est Kubernetes, tout ce qui est FAS, tout ce qui est container, applications serverless, les microservices et autres. Et parfois, on se pose la question que pour dire que tous ces technos, tous ces concepts, pour essayer pour tirer parti au maximum de ces tendances-là, il faudra que nos applications puissent être vraiment petites, puissent être très rapides, et aussi pour pouvoir aussi supporter tout ce qui est l'outillage et tout ce qui est sécurité, observabilité, communication, aussi l'utilisation des messages et tout cela. Et dans l'écosystème de Java, on se pose toujours la question pour dire que est-ce que c'est toujours pertinent d'utiliser du Java? Parce qu'on connaît tous les soucis parfois de performance sur ça et aussi les difficultés qu'a certains développeurs qui sont au niveau de Java avant pour mettre en place ces genres d'applications qui sont orientées cloud native et autres. Parce qu'on sent que sur le marché, il y a beaucoup plus la présence des applications qui sont sur Golang ou bien qui sont sur Go ou bien qui sont sur du JavaScript, notamment du Node.js et autres. Et donc, les développeurs de Java ou bien les communautés de Java se sont penchés dessus, notamment Red Hat, pour essayer de pallier à cela. Donc, ils ont proposé quelque chose comme Quarkus. Quarkus, en fait, c'est un framework Java natif qui est beaucoup plus pour les applications qui sont cloud natives et qui a été conçu pour les machines virtuelles, les JVM, et la compilation native. Donc, on verra encore c'est quoi la compilation native. Et ça permet essentiellement d'optimiser Java, spécifiquement pour les containers et aussi pour les plateformes qui sont serverless ou cloud native. Donc, il y a ça aussi. Donc, pour plus, on dit que c'est un framework, mais aussi on se rend compte que aussi c'est un toolkit. C'est un toolkit aussi qui permet de faire pas mal de choses. On le verra tout à l'heure pour voir qu'est-ce que ça nous propose. Si tu es là, bien, bon, s'il y a des questions, vous pouvez me les dire après. Comme je fais la présentation, je peux avoir les questions. Donc, en fait, Quarkus, il se base sur du Maven ou du Gradle pour nous permettre d'avoir nos générations de projets. Et aussi, quand on fait un build de notre application, on obtient un jar. Contrairement à ce qu'on connaissait au Java, on avait des WAR, des EAR, etc. Mais sur Quarkus, on n'a que des jars ou bien on a des exécutables qui sont en genre natif. Donc, on a la présence de la JVM et aussi pour avoir des applications, qui sont compatibles, compilées en natif. Donc, on a l'utilisation de GraalVM. Donc, on verra c'est quoi l'utilisation de GraalVM par la suite. Donc, on voit que Quarkus, il est conçu pour fonctionner avec des normes. C'est-à-dire qu'il y a ce qui existe déjà avec l'écosystème de Java, il se base sur ça. Il y a des frameworks et des bibliothèques Java qui sont là, qui sont très utilisés. On peut voir après la présence d'Eclipse Microprofile, il y a Spring qui est là, il y a Apache Kafka, il y a REST Easy, Hibernate pour tout ce qui est ORM, et il y a Camel, Apache Camel, etc., etc. Donc, il se base sur ça, c'est-à-dire qu'il y a le corps de Quarkus qui est là, mais ce qui fait beaucoup plus sa force, c'est les extensions. Donc, il se base sur les extensions qui sont là, c'est les standards, et il se base sur ça pour, pour tous les besoins dont tu auras, notamment pour faire du HTTP, des clients REST, pour faire la communication avec une base de données, etc., etc. Donc, les bibliothèques standards qui existent, si on peut le dire ainsi, il y a tout ce qui est JAX-LS, les JPA, il y a les CDI qu'on connaît bien sur le contexte
dependency injection. Il y a les validations, les bin validations, tout ce qui est transaction. Il y a le Open API, etc., etc. Donc, je ne vais pas tous les citer. Hein. Et on connaît les frameworks, les librairies et les frameworks qui sont beaucoup plus utilisés, hein, qui sont compatibles avec Quarkus. On les a ici, hein, comme Kubernetes, dont on va voir après, hein, lorsqu'on va déployer une application sur Kubernetes, on le fera. Il y a Prometheus, il y a aussi OpenShift et Keycloak pour un IAM, parce que c'est très utilisé, hein, parce que l'intégration est vraiment facile avec des applications qui tournent dans un environnement Quarkus, etc. Donc, dans Quarkus aussi, on a tout ce qui est code impératif et réactif. En fait, Quarkus associe en fait de manière très transparente la programmation impérative, qui est très bien connue, hein, chez nous les développeurs, et aussi l'approche réactive qui est non bloquante pour les développeurs des applications, parce qu'on peut aussi essayer d'avoir l'approche réactive. Ainsi, en fait, il permet de pallier à des problèmes des développeurs Java, hein, dont on avait des soucis, hein, à travailler selon le modèle impératif on souhaite les conserver cela. Et aussi les développeurs qui travaillent avec une approche cloud native réactive, en fait. Le modèle de Quarkus, en fait, il s'adapte à l'application qu'on veut faire, que ce soit impératif ou réactif. On peut même avoir les deux, la présence des deux sur la même application, sur l'application. Donc, en fait, ce qui prouve que, en fait, Quarkus il est vraiment efficace pour exécuter Java à l'aide des architectures serverless, des microservices, les containers, Kubernetes, tout ce que j'avais eu à dire tout à l'heure. Hein. Donc, il y a ça, il y a cette approche. Donc, qu'en est-il nous, les développeurs? Parce que nous, parfois, on n'aime pas tout ce qui est difficile. Et beaucoup de gens, s'ils n'utilisent pas Java, c'est parce que parfois, il y a des choses qu'ils n'aiment pas, qu'ils ont ailleurs et qu'ils n'aiment pas au niveau de Java. Donc, Quarkus, il a été conçu, hein, comme une solution qui est vraiment facile pour la prise en main dès le démarrage. Il y a des fonctions qui nécessitent un peu de configuration. C'est-à-dire que les développeurs, ils peuvent choisir les frameworks Java pour leurs applications qui peuvent être exécutées en JVM ou bien au niveau en mode natif. Et aussi conçu pour simplifier la tâche, c'est-à-dire que Quarkus inclut également, hein, des fonctions comme ce que j'ai dit, la rédaction de code direct, c'est-à-dire qu'il y a un live reload, il y a un live job qu'on a, et aussi, donc ça permet aux développeurs, lorsqu'ils ont des modifications, ils apportent des modifications. En live, ils ont ça. Ils n'ont pas à recompiler la partie, les trucs en point classe, etc. pour avoir la module. Donc, on a cet aspect-là instantané. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment utile. Et aussi, parfois, on a la programmation impérative, comme j'avais dit tout à l'heure, et réactive en même temps. Qui est avec un bus event, qui est intégré à une configuration. Et aussi, la génération des exécutables est vraiment facile, sincèrement. La génération des exécutables est vraiment facile. Et aussi, son intégration avec Maven et Gradle. Et aussi, tout ce qui est rédaction de tests unitaires. Donc, aussi, comme on avait dit tout à l'heure, on passe tout ce qui est conteneur. Donc, on sent qu'une application qui est soit hébergée dans un cloud qui est public ou bien dans un cluster Kubernetes au sein de notre entreprise. Donc, il nécessite d'avoir certaines caractéristiques, notamment la rapidité au démarrage, qui est vraiment important. Parfois, sur Kubernetes, quand on a un pod qui est tombé, donc pour le fait de pouvoir redémarrer un autre pod, et cette application-là puisse être vraiment rapide à mettre en place. Et aussi la faible consommation de mémoire. Parce que imaginez si on est dans un cloud public ou bien si on est sur Amazon, parfois on ne paye que ce que l'on consomme. Donc imaginez si on doit avoir une application qui consomme beaucoup de mémoire, donc on doit avoir beaucoup de ressources, donc ce qu'on paye est mieux. Donc ça permet de maintenir les coûts.
Et aussi, il a été conçu selon un modèle centré sur les conteneurs. Donc, il consomme un peu de mémoire et il est vraiment accéléré au démarrage, en fait. Donc, il y a la prise en charge efficace de Graal. Donc, on a cet aspect-là. Et aussi, au démarrage, pourquoi il est rapide? Parce qu'il intègre beaucoup de métadonnées qu'on devrait avoir au niveau de l'exécution. Il le fait à la création. Et aussi, la prise en charge des images natives pour avoir des conteneurs. Donc, on a une faible consommation. Donc, les conteneurs sont vraiment petits. On a aussi un démarrage qui est vraiment rapide et aussi une faible utilisation de la mémoire. Bon, excusez-moi, il y a du bruit. Voilà. Donc, cet aspect, comme ce que je disais tout à l'heure, le démarrage sur l'utilisation de la mémoire est vraiment réduite au niveau de Quarkus, en fait. Donc, si on voit bien, on a cet aspect-là. Donc, avec GraalVM, donc, l'utilisation de la ressource mémoire est bien vraiment limitée, pas limitée, est vraiment petite. Donc, si on est sur du JVM, ça consomme un peu plus de mémoire. Et si on est donc sur une cloud native, sur une stack qui est vraiment traditionnelle, on voit la différence. Donc, si on ajoute un peu de logique au niveau de notre application avec un CRUD, etc., donc on voit que lorsque notre application grossit, donc tout ce qui est utilisation de mémoire aussi prend son ampleur, notamment quand on est dans un environnement traditionnel cloud native. Donc, on est même appelé à dire que les applications Quarkus, ils consomment 10 fois moins de mémoire au démarrage et ils sont en fait 300 fois beaucoup plus vite que ce qui permet de réduire grandement leur poids ressources. OK. Donc, ça, c'est au démarrage, parce qu'on a dit que le temps de démarrage et aussi le temps de la première réponse est vraiment important quand on est au niveau de Quarkus. On voit que si on est dans un environnement natif, donc c'est à l'ordre de millisecondes, en fait. C'est à l'ordre de millisecondes le temps de démarrage et d'avoir la réponse au niveau de notre première requête. Et on voit aussi la comparaison. Hein, donc, si on est dans un environnement natif, avec une application où on a des CRUD à faire. Donc, on reste aussi dans cet aspect-là. C'est le temps de démarrage et l'exécution de la première requête. Et tout cela, ces tests-là sur le site de Quarkus, on nous dit que c'est fait sur une machine à single core, en fait. Donc, imaginez si on a une machine qui est beaucoup plus puissante. Donc, on n'a pas cet aspect-là. Donc, GraalVM, tout à l'heure, j'ai parlé de GraalVM. En fait, GraalVM, c'est un projet qui est porté par Oracle et qui est entré en production, je pense qu'en 2019. En fait, avec GraalVM, la promesse, c'était de concevoir une machine virtuelle qui est universelle, capable d'exécuter du code dans plusieurs langages de programmation, que ce soit du Ruby, JavaScript, Node.js, Kotlin, R, etc., etc. Donc, en fait, son objectif, c'est de faciliter en fait le travail des devs qui n'ont pas besoin d'apprendre un autre langage pour s'adapter aux architectures cloud natives. Donc, cela pour GraalVM, en fait, il rassemble plusieurs outils. Il y a plusieurs outils qui sont au niveau de GraalVM et librairies qui nous permettent d'optimiser la compilation des binaires. La compilation des binaires, augmenter en fait l'interopérabilité des environnements avec Java, avec d'autres langages, et aussi réduire la consommation en mémoire vive. C'est ce qui est vraiment important, cette réduction de la consommation en mémoire vive. Donc, vous voyez ici sur ce schéma, tout ce qui est en rouge là, c'est ce qui est utilisé par Quarkus actuellement. Tout ce qui est utilisé par Quarkus actuellement. Donc, donc, je pense que j'ai un peu balayé l'utilisation des concepts sur Graal,
sur Quarkus, hein, donc qui est déjà là. Donc, on va essayer de faire une petite démo, hein, pour voir comment créer l'application sur Quarkus et aussi comment pousser notre image, vu qu'il est centré sur les conteneurs, comment pousser notre image vers notre registry et aussi après déployer l'application au niveau de Kubernetes, notre cluster Kubernetes. Donc, pour cela, on va utiliser Minikube en local, hein. Donc, je n'ai pas utilisé un cluster, de déployer un Kubernetes différent. Donc, j'utilise Minikube en local. Donc, il y a le site de Quarkus qui est là, qui est ici. Donc, vous pouvez voir vraiment, il y a pas mal de choses sur Quarkus sont les besoins et aussi actuellement, ils sont sur cette version-là, 1.5, 1.10.5. Il y a la version 1.11 qui est sortie, mais en bêta actuellement. Et il y a une forte communauté, hein, ça je l'ai senti très tôt, pour un framework qui est né il y a pas, qui est né il y a presque 1 an ou 2 ans, mais je sens une forte communauté derrière cela, et c'est vraiment solide, hein, parce que j'ai eu à l'utiliser, à le tester, et à voir aussi pas mal de gens qui sont dessus. Et vu qu'il y a un réseau qui est derrière, donc c'est vraiment compréhensible. Et pour démarrer notre application, il y a 3 façons. Soit on peut utiliser le plugin Maven. Bon, il y a beaucoup de manières, hein, soit passer par un IDE comme IntelliJ ou VS Code, ou bien comme Spring, hein, il y a une interface web comme Spring. On peut utiliser cela pour créer une application Quarkus avec et tout cela. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, pour ma part, je vais utiliser la console. Bon, moi, je vais utiliser le plugin Maven pour générer le projet. Et je pense que c'est bon, je peux continuer. OK. S'il n'y a pas de questions, je peux continuer. En fait, je peux utiliser le plugin Maven pour faire la démonstration, hein, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Je vais utiliser cela, non pas cette aspect-là. Bon, je vais essayer d'utiliser ça. Parce que je voulais réutiliser la commande, mais je ne la retrouve pas. Donc, en fait, c'est vraiment simple ce qu'on va utiliser. En fait, on va créer notre application Quarkus basée sur ce plugin. Le plugin, la dernière version 1.10.5. Et il y a l'artefact group, tous qui connaissent Maven, ils connaissent, hein, il y a le groupe ID, il y a l'artefact. Aussi, il y a la version. Et aussi, il y a le nom de la classe. On va créer une ressource, hein, il y a le nom qu'il va avoir. Et aussi avoir un endpoint, c'est-à-dire une ressource REST. Et la méthode pour avoir, et l'URL pour avoir accès à notre ressource REST. Donc, excusez-moi. Il me dit quoi là? Not only in this directory. Attendez. Bien, je le crée là. Bon, je ne vais pas me fatiguer, je le crée là et je l'utilise. C'est bien. DRP, je vais prendre un exemple. Donc là, il me dit dès que c'est téléchargé, comment je vais faire pour avoir accès. Bon, je vais prendre mon code, je vais le mettre là.
C'est code Quarkus. OK. Je vais l'ouvrir avec IntelliJ. Pour vous montrer un peu la structuration du code, comme ça vous allez un peu comprendre. C'est un projet Maven, hein? Donc pour ceux qui connaissent Maven, c'est un projet Maven. On a comme structuration ça, donc on a un README, hein? On a le POM. Tout ceux qui sont dans l'environnement JavaScript, c'est comme le package.json, où on a nos dépendances et certains aspects. Et aussi, il nous génère un dossier Docker avec 3 Docker files. Si on veut avoir une application native, ou bien si on veut avoir une application JVM, ou bien une application FastJar. Et aussi, il nous génère une ressource, c'est ça qu'on va utiliser. Et aussi, il y a un fichier config, application.properties, et aussi la classe de test, en fait. Donc, c'est ce qu'on a ici. Donc là, on a notre classe de test qui est là. Et déjà, il y a le test qui est mis ici, hein, donc pour l'exécution de notre test. Et aussi, ça, c'est notre méthode qu'on va afficher lorsqu'on va démarrer. Donc, je vais démarrer notre application. Quarkus Dev. Donc, c'est ça que je vais utiliser comme truc, Maven Quarkus Dev pour démarrer l'application. Donc, on voit que l'application est démarrée, hein, au niveau de notre port, 8080. On voit que c'est démarré en une seconde et quelques. Donc, on a ça. Ça, c'est quand on démarre l'application. Et notre endpoint, hop, excusez-moi. Notre endpoint, il est la ressource, c'est quoi exactement? Ah, c'est bon, je vais le changer directement ici. Voilà. Comme vous voyez, ce que je disais avec le live reload, on modifie une chose automatiquement, hein, et il est mis à jour. Et ça, c'est pour exposer un API REST, hein, avec, pour avoir comme ressource Hello. On peut aussi rajouter des méthodes, hein, si on veut. Rajouter des méthodes. C'est juste pour voir. Ceux qui sont familiers avec Spring, avec Quarkus aussi, on a un plugin qui nous permet d'écrire comme nos endpoints, comme si on était sur du Spring, en fait. Donc, on ne va pas se fatiguer, hein. C'est juste un hello world que je vais essayer de rajouter avec le... Donc, mais je n'ai pas rajouté get. Le path, je mettrai un slash name pour le path. Et aussi, je mettrai bon, pour lui dire que tu vas me retourner juste un texte point. C'est mieux de lui dire cela. Donc, si je retourne ici, je mets... Voilà, donc on a nos deux méthodes. Vous voyez, je n'ai pas redémarré notre projet. Donc, c'est le live reload qui se charge de cela, qui se charge de faire cela. Et je l'ai démarré en mode dev. Mais je pouvais aussi compiler notre application et le démarrer avec Java-jar, le truc standard, hein, Java-jar, pour pouvoir avoir accès à notre application.
Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter deux dépendances. Hein. Une dépendance qui va me permettre de générer après l'image Docker, et aussi l'autre, ça me permet de déployer sur Kubernetes. Donc, le premier, c'est Kubernetes. L'autre, c'est conteneur image type. Parce que comme vous pouvez le voir sur Quarkus, la documentation est très bien faite de telle sorte que si on veut containeriser une image, il te dit qu'il y a ces trois librairies qui sont là. Et avec ces trois librairies-là, donc il te montre comment tu peux les faire. Tu dois choisir un seul, le Jeep, le Docker ou bien le S2I. Donc tu choisis un pour faire comment. Et après, il te montre, il y a au niveau de notre fichier config, des choses que tu dois rajouter pour plus simplifier. Donc il y a le groupe. C'est en fait ton nom au niveau du Docker Hub ou bien au niveau de votre registre, l'URL du registre. Hein. Donc, et si tu ne mets pas l'URL du registre, par défaut, il prend le Docker Hub. Il y a le tag de l'image, il y a le nom et tout cela, tu le mets au niveau de ton fichier de config et après, il va le prendre automatiquement. Donc, nous, je l'ai rajouté hein, au niveau de notre... Je l'ai rajouté ici. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais spécifier les parce que si je ne le fais pas, il va comme mon nom, comme mon user au niveau du Docker Hub, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il faut que je spécifie ça. Donc, le nom de notre, je mets DRV up, et le tag qu'on aura, je mets V1. Ça, c'est le tag qu'on aura. Et aussi, j'aimerais, quand je vais le déployer au niveau de Kubernetes, hein, qu'il me crée un service de type Node-Port. Donc, bon, je vais l'ajouter. Hein. Comme ça, après, je ne vais pas avoir à refaire les configs. Un service. Et vraiment, ce qui est vraiment cool, c'est que tu peux tout faire au niveau du fichier de config. Donc, tu n'auras pas à taguer toi-même tes images Docker sur la console. Donc, je vais voir est-ce qu'il a pris en compte mes... Bon, y a-t-il des questions ou bien pas encore? Bon, je peux continuer. Donc, il y a ça. Donc, j'ai rajouté tous ces configs-là. Donc, comme je disais que, donc je vais l'arrêter. Quarkus, il est orienté, il est vraiment fait pour les conteneurs. Donc, avec la commande, je vais pusher l'image au niveau de notre registre. Notre registre, il est là. Au niveau de notre registre sur Docker Hub, j'espère que la connexion ne va pas me jouer des tours. Notre registre au niveau de notre Docker Hub, donc je vais essayer de pousser ça. Il y avait Maven. Package. Donc, c'est cette je pense que je vais avoir une erreur parce qu'au niveau de la classe de test, sûrement, je n'ai pas modifié les tests. Voilà, non, c'est normal parce que ici, je vais oublier, je dis que là, j'attends un hello rest, un hello rest. Le chemin, c'est plus hello rest, mais c'est seulement hello. C'est pour cela que ça passe pas. Donc là,
là, vu que j'ai rajouté les deux extensions, il y a une chose qu'il va essayer de me faire aussi. Il va me générer un fichier Kubernetes, un fichier de déploiement. Il va me créer un fichier de déploiement. Ah, j'ai une erreur là. Fichier de déploiement. Unauthorized Docker. Voilà. Il a pris le nom. Il a pris le nom de la machine. Donc, il n'a pas pris en compte les configs. J'ai mis Quartus. Je n'ai pas écrit Quartus. J'ai écrit Quartus partout. Quartus. Bon, je vais relancer le truc. Conteneur, c'est ça. Quartus conteneur image name. Quartus conteneur groupe. Nongo? Oui. Kubernetes aussi, je pense qu'il y a une erreur. Je ne sais pas si c'est important. Merci, c'est très important aussi. Okay. Il ne va pas le voir. Il va me générer un fichier comment dirais-je, de déploiement, mais il ne va pas mettre le bon. Il ne va pas mettre le bon. Donc, je vais attendre qu'il génère tout ça. OK. Il m'a généré le fichier Kubernetes, mais tu vois, il me met par défaut type cluster IP, alors que j'ai mis là-bas un autre port, mais c'est pas grave, je vais le modifier ici pour ne pas refaire les configs. Donc là, il va me générer maintenant mon image et il va le déployer sur le registre. Voilà. Vous voyez, maintenant, il a fait le déploiement sur le registre. Donc, je vais aller au niveau de mon registre et vérifier. Normalement, on doit avoir un truc DRB, machin. Voilà, il y en a DRB app. Vous pouvez le récupérer depuis le repository. Et vous voyez, on a mis le tag, il a pris le tag et aussi le nom de l'app. Et ça, on l'a mis au niveau du fichier de config. Une fois, on le met au niveau du fichier de config. Donc, vous aussi, en interne, si vous avez un registre en interne, vous mettez le nom, l'URL du registre, les informations, user, mot de passe, etc. Ou bien vous les mettez en variable d'environnement. Comme ça, il va les utiliser ici directement. Donc, et aussi, il y a les configs au niveau de Kubernetes. Moi, j'ai juste ajouté un truc pour avoir un service, un type de service Node-Core. Là, le fichier config Maven, le fichier de déploiement de Maven qu'il m'a généré, il est là. Et il va aller prendre notre image qu'on a générée ici. Donc, ce qu'on va faire, vu que j'ai, comment dirais-je, Minikube installé, j'ai Minikube installé en local, je vais essayer de le déployer avec CTL. F. Je vais essayer de le déployer sur le Minikube sur Kubernetes en fait. Ah, il a fini le déploiement. Si je fais kubectl get service, donc on voit, il est là, notre truc. Si je fais kubectl.get, donc notre porte, il est là, mais il n'est pas, il a démarré, voilà, il a démarré. Donc je vais essayer d'accéder à notre URL pour voir si je l'ai. DRB. Bon, ah, voilà, notre application est lancée. Voilà, notre application est déployée actuellement sur notre cluster Kubernetes. Donc, on voit que c'est vraiment facile et ça simplifie pas mal de choses aux développeurs.
Donc, tu n'es pas là à générer, et peut-être que si c'est intégré dans une scène d'intégration, ça va être beaucoup plus simple aussi. Et même pour déployer sur Kubernetes aussi, il y a une commande qui te permet de faire le tour et déployer cela directement sur Kubernetes. Donc, on voit que c'est vraiment pratique et ça permet de simplifier pas mal de choses. Et même pour un déploiement OpenShift aussi, on peut le faire. Donc ça, je fais un petit coucou à James. Je lui laisse le soin de faire le TP sur OpenShift. Et voilà. Et vraiment, on a une bonne documentation hein, parce que même pour faire un déploiement sur Kubernetes, il t'explique comment le faire. Et ça, c'est le fichier qu'on a vu tout à l'heure, le fichier qui a été généré et tout. Et même ce que je disais, hein, on peut modifier les registries où on doit déployer, on peut rajouter beaucoup de choses, des labels. Et c'est vraiment très simple à utiliser, bon, pour ma part. Mais actuellement, comme je le dis, hein, c'est un framework qui est en pleine mutation et qui grandit. Mais déjà, vu l'importance des choses qu'il peut faire, parce qu'actuellement, on peut faire tout ça avec, on peut s'intégrer avec Quarkus à travers tout ça. Donc, si on peut faire des applications web, un backend, exposer un API REST, intégrer un IAM avec Keycloak, on peut le faire, une authentification JWT, utiliser des WebSockets. Et l'intégration avec Swagger est vraiment simple aussi. C'est vraiment simple. Alors que sur Spring, tu intègres Swagger, il y a des configs à faire. Alors que ici, c'est juste, tu ajoutes la dépendance et c'est fini. Il va le prendre automatiquement. Et donc c'est des choses qu'on peut voir que c'est vraiment utilisé. Hein? C'est vraiment très simple. Et il y a son intégration avec tout ce qui est Amazon, tout ce qui est Kafka, etc. etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui grandit et ça va révolutionner aussi la présence des applications Java au niveau du cloud, les applications cloud natif. Donc, en gros, bon, c'était ça, hein, c'était une petite présentation. Et aussi, il y a 2 livres que Red Hat ont mis à votre disposition. Hein. Ils sont au niveau de Red Hat. Après, je vais les mettre dans les descriptions. Donc, c'est ces 2 livres-là qui vous permettent de comprendre les Quarkus et aussi de comprendre, de le pratiquer. Ils le présentent. Et aussi, il y a une chaîne YouTube, bon, je vais vous le partager après. C'est quelqu'un qui a essayé de reprendre. Il a créé, c'est Sébastien Blanc, il est au niveau de Red Hat. Donc, il a essayé de mettre du contenu sur Quarkus et autres. Donc, il y a d'autres frameworks hein, comme Micronaut qui essaient d'aller dans le même sens que Quarkus, etc. Donc, c'était ça pour la présentation, la petite présentation sur Quarkus. Donc, si vous avez des questions par rapport à cela, je suis à votre disposition. Merci. Allô, y a-t-il des questions? Je regarde la partie. Je peux poser une question. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ouais. En tout cas, merci pour ta présentation. Je pense que si j'avais connu cet outil avant de connaître Go, je ferais toujours du Java. Parce qu'à l'époque, bon, j'ai fait du Java à l'école et c'était un langage qui m'avait beaucoup plu. Et quand je suis voulant développer des applications sur le cloud, j'étais un peu limité parce qu'il y avait la taille des images qui était énorme parce que tu avais des histoires de genre par-ci, par-là, alors que sur des langages comme Go, ton programme, ça tient que sur quelques mégas, ton binaire tient sur quelques mégas et puis tu as cette rapidité de le déployer. En tout cas, merci pour la présentation. La question que j'avais, c'était au niveau de la taille des images. Est-ce que lorsque tu utilises Quarkus pour, créer ton image Docker, est-ce que en passant par les outils maison et en créant la même image de corps, est-ce que les images ils ont la même taille ou l'image qu'on a avec Quarkus, il est beaucoup plus légère par rapport avec une image de corps que lorsqu'on utilise des outils maison?
D'après ce que j'ai vu quand même sur Quarkus, c'est vraiment léger, la taille des images. J'ai vu que c'est vraiment léger. Et comme tout à l'heure, je l'avais spécifié sur le site, en fait, il te présente 3 outils pour pouvoir générer des images. Donc, et ces 3 outils-là, chacun a son approche, qu'il a. Donc, en fonction de cela, tu peux voir aussi comment le faire. Et même, il se base sur une image par défaut. Et même cette image par défaut-là, toi, tu peux dire que je ne me base pas sur cette image par défaut-là. Donc, tu choisis une autre image par défaut pour la faire. Et aussi, quand c'est généré en natif, je pense que là, c'est beaucoup plus intéressant. Quand on a une image qui est vraiment native avec Grant, c'est ça qui est beaucoup plus intéressant. C'est cet aspect-là aussi que je voulais présenter, mais je ne l'ai même pas montré pour comment on génère une image comment on génère le projet en natif. Parce que quand on le génère en natif, Graal intervient. Et quand Graal intervient, il y a beaucoup de dir code, c'est-à-dire du code mort que Graal prend en charge et il enlève cela. Donc, c'est ce qui va permettre après que tu peux exécuter même l'application en natif. Et tu n'auras pas un JVM carrément parce qu'il va t'intégrer uniquement ce que tu auras besoin comme apport de JVM. Pas tout l'assemblage de JVM, mais il va juste te rapporter ce que tu auras besoin. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui m'a beaucoup plu. Et même le fait de déployer, parce que, comme tu disais, hein, pour déployer des applications Java, c'était vraiment compliqué, sincèrement. Et il y avait aussi pas mal de configurations à faire, de par-ci, par-là. Et là, il le simplifie. Sur un seul fichier, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, il n'y aura pas d'autres commandes à faire. Okay. Je veux dire que la taille des images vraiment est beaucoup plus réduite par rapport à ça. Okay. Et par contre, ma deuxième question, c'est est-ce que sur Quarkus, je ne sais pas si je le prononce bien, est-ce qu'on a la possibilité de faire du multistage? En fait, c'est quand tu génères ton Dockerfile, la plupart des gens, ce qu'ils font, ils génèrent une image Docker qui aura leur binaire et les sources. Et ça fait que ton image, il prend, en fait, en termes de taille, il est un peu grand. Et quand tu fais du multistage, tu as la possibilité d'avoir un premier stage où tu génères ton application et tu as un deuxième stage où tu le copies dans une image qui est beaucoup plus petite. Et c'est ce qui fait qu'à la fin de ton build, tu auras genre une image de corps qui est léger. Est-ce que Quarkus nous donne cette possibilité? Désolé, j'ai du mal à prononcer le Quarkus. C'est vrai. Si, c'est vrai. Hein. Je pense que j'avais vu cet aspect-là aussi. Il permet de faire un multi-stage build. Ouais, c'est cool. Alors, ouais. J'ai vu cet aspect. Mais je ne me suis pas amusé à regarder Okay. ça. Mais sur le livre, que j'avais lu, j'avais vu qu'il y a la possibilité de faire du multi-stage aussi. En tout cas, il est pas mal, hein, Quarkus. Mais bon, vu que je fais plus du Java, peut-être c'est pour... Ouais. Après, bon, peut-être c'est pour les gens qui font du Java, ils pourront l'explorer et puis ça va alors... le truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait qu'à chaque fois que tu modifies ton code, il le prend en compte, il recompile tout et puis il te le repush. C'est surtout cette force-là. Ouais, c'est vrai. En tout cas, merci pour la présentation. C'était clair et net. OK, merci. D'autres questions, guys? Allô? Apparemment, il n'y a pas de fans de Java, quoi. C'est pour cela qu'il Et ça se comprend. Ça se comprend aussi. les gens qui viennent de Ruby, Python et autres, donc ils ne sont pas... Et ouais, Go aussi. Ouais, on est là, ouais. Ouais. Et sincèrement, en fait, c'est ça. Moi, c'est ce que je comprends. C'est juste une sorte de couche supplémentaire pour rendre Java plus dans l'air du temps concernant tout ce qui est cloud, serverless et compagnie. Effectivement, c'est bien cela leur approche, parce qu'ils ne veulent pas
que les autres, ils ont déjà une longueur d'avance, une très grande. Donc, ils ne veulent pas que ça puisse pousser les gens à abandonner tout ce qui est Java et autres. Parce que, actuellement, comme tu dis, hein, je pense qu'on est à l'ère du cloud et, des serveurs, et du serverless. Donc, effectivement. si tu ne parles pas tout sur ça, bientôt tu vas mourir. En fait. Oui, et puis l'avantage de ce type d'outil, c'est comme disait Ansou, que les gens ne migrent pas vers autre chose que Java. Tu es sur du Java, tu fais que du Java. C'est comme la presse de tout à l'heure. Tu es sur du Ruby, tu utilises Active Directory, tu fais plus de SQL, quoi, enfin, en surface. Ouais, donc, oui, ça se justifie dans cette perspective. Et ce que je n'ai pas dit aussi, il supporte aussi, en fait, Kotlin. Ça, je pense que je l'ai fait. Mais il permet de faire du Java et du c'était ça. Et leur approche, vraiment, j'aime bien parce qu'il y a l'écosystème de Java qui est là. Et aussi, il y a MicroProfile aussi qui a beaucoup contribué à Java sur le fait d'avoir cette approche microservice. Les choses qui ont été produites par MicroProfile, les standards et autres, pour pouvoir les utiliser. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et il y a même Spring Boot qui est en train, peut-être vers les versions qui vont venir aussi, de prendre cette approche aussi. Parce que Spring, c'est aussi faire des applications cloud natives, c'est un peu compliqué aussi. Et avec il y a des choses qui sont là, Jeeps et autres qui essaient de le faire. Mais avec Marcus, on sent que c'est vraiment quelque chose qui est simplifié. Et aussi, il y a un géant qui est derrière. Hein. Il y a Red Hat qui est là. Hein. Ouais, Red Hat, c'est pas un petit joueur. Hein. Voilà, Red Hat, c'est pas un petit joueur. Ça se comprend aussi. Ok, guys, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on ne va pas trop vous retenir vu que c'est les fêtes aussi et on est un samedi. Donc, on ne va pas trop vous retenir. En tout cas, encore une fois, merci du cadeau de Noël. Oui. En tout cas, merci. Hein. Okay, merci pour la présence et aussi toute la team vous remercie hein, pour ceux qui ont eu à faire des présentations. Vraiment, et tous ceux qui ont eu à rejoindre la team aussi, on vous remercie. Et on espère que l'année prochaine, on aura beaucoup plus de présentations et aussi on va essayer de développer beaucoup plus d'autres opportunités pour pouvoir faire grandir la communauté et faire bénéficier à tout le monde les choses qu'on est en train de faire. Donc, en tout cas, merci à tout le monde. Et on vous souhaite encore un joyeux Noël, tardivement, et aussi un bon fin d'année, et aussi un bon réveil pour 2021. J'espère que 2021 va être meilleur. Ok, guys, donc on se dit à la prochaine. Ouais. Merci les gars, et bonne année à tous. Hein. Allez, bonne année à tous. Hein. Ciao. Ok, merci beaucoup.